L'archéologie, elle, doit parcourir l'événement selon sa disposition manifeste. Elle dira comment les configurations propres à chaque positivité se sont modifiées. Par exemple, elle analysera pour la grammaire l'effacement du rôle majeur prêté au nom et l'importance nouvelle des systèmes de flexion, ou encore la subordination dans le vivant du caractère à la fonction. Elle analysera l'altération des êtres empiriques qui peuplent les positivités, la substitution des langues au discours, de la production aux richesses. Elle étudiera le déplacement des positivités les unes par rapport aux autres. Par exemple, la relation nouvelle entre la biologie, les sciences du langage et l'économie. Enfin et surtout, elle montrera que l'espace général du savoir n'est plus celui des identités et des différences, celui des ordres non quantitatifs, celui d'une caractérisation universelle, d'une taxonomie générale, d'une matrice du non mesurable, mais un espace fait d'organisation, c'est-à-dire de rapports internes entre des éléments dont l'ensemble assure une fonction. Elle montrera que ces organisations sont discontinues, qu'elles ne forment donc pas un tableau de simultanéité sans rupture, mais que certaines sont de même niveau tandis que d'autres traçant des séries ou des suites linéaires, de sorte qu'on voit surgir comme principe organisateur de cet espace d'empiricité l'analogie et la succession. D'une organisation à l'autre le lien, en effet, ne peut plus être l'identité d'un ou plusieurs éléments, mais l'identité du rapport entre les éléments, où la visibilité n'a plus de rôle, et de la fonction qu'ils assurent. De plus, s'il arrive à ces organisations de voisiner par l'effet d'une densité singulièrement grande d'analogie, ce n'est pas qu'elle occupant des emplacements proches dans un espace de classification. C'est parce qu'elles ont été formées l'une en même temps que l'autre, et l'une aussitôt après
l'autre dans le devenir des successions. Alors que dans la pensée classique, la suite des chronologies ne faisait que parcourir l'espace préalable et plus fondamental d'un tableau qui en présentait l'avance toutes les possibilités. Désormais, les ressemblances contemporaines et observables simultanément dans l'espace ne seront que les formes déposées et fixées d'une succession qui procède d'analogie en analogie. L'ordre classique distribué en un espace permanent, les identités et les différences non quantitatives qui séparent et unissaient les choses. C'était cet ordre qui régnait souverainement, mais chaque fois selon des formes et des lois légèrement différentes. Sur le discours des hommes, le tableau des êtres naturels et l'échange des richesses. À partir du XIXe siècle, l'histoire va déployer dans une série temporelle les analogies qui rapprochant les unes des autres les organisations distinctes. C'est cette histoire qui, progressivement, imposera ses lois à l'analyse de la production, à celle des êtres organisés, à celle enfin des groupes linguistiques. L'histoire donne lieu aux organisations analogiques. Tout comme l'ordre ouvrait le chemin des identités et des différences successives. Mais on voit bien qu'histoire n'est pas à entendre ici comme le recul des successions de faits, telles qu'elles ont pu être constituées. C'est le mode d'être fondamental des empiricités, ce à partir de quoi elles sont affirmées, posées, disposées et réparties dans l'espace du savoir pour d'éventuelles connaissances et pour des sciences possibles. Tout comme l'ordre dans la pensée classique n'était pas l'harmonie visible des choses. Leur ajustement, leur régularité ou leur symétrie constatée, mais l'espace propre de leur être est ce qui, avant toute connaissance effective, les établissait dans le savoir. De même l'histoire, à partir du XIXe siècle,
définit le lieu de naissance de ce qui est empirique, ce en quoi, en deçà de toute chronologie établie, il prend l'être qui lui est propre. C'est pour cela sans doute que l'histoire, sitôt, s'est partagée selon un équivoque qu'il n'est sans doute pas possible de maîtriser entre une science empirique des événements et ce mode d'être radical qui prescrit leur destin à tous les êtres empiriques et à ces êtres singuliers que nous sommes. L'histoire, on le sait, c'est bien la plage la plus érudite. L'histoire, on le sait, c'est bien la plage la plus érudite, la plus avertie, la plus éveillée, la plus encombrée peut-être de notre mémoire. Mais c'est également le fond d'où tous les êtres venant à leur existence et à leur scintillement précaire. Mode d'être de tout ce qui nous est donné dans l'expérience. L'histoire est ainsi devenue l'incontournable de notre pensée. En quoi sans doute elle n'est pas si différente de l'ordre classique. Lui aussi, on pouvait l'établir dans un savoir concerté, mais il était plus fondamentalement l'espace où tout être venait à la connaissance. Et la métaphysique classique se logeait précisément en cette distance de l'ordre à l'ordre, des classements à l'identité, des êtres naturels à la nature, bref, de la perception ou de l'imagination des hommes à l'entendement et à la volonté de Dieu. La philosophie au XIXe siècle se logera dans la distance de l'histoire à l'histoire, des événements à l'origine, de l'évolution au premier déchirement de la source, de l'oubli au retour. Elle ne sera donc plus métaphysique que dans la mesure où elle sera mémoire. Et nécessairement, elle reconduira la pensée à la question de savoir ce que c'est pour la pensée d'avoir une histoire. Cette question inlassablement pressera la philosophie de Hegel à Nietzsche et au-delà. N'y voyons pas la fin d'une réflexion philosophique autonome, trop matinale et trop fière pour se pencher exclusivement sur ce qui fut dit avant elle et par d'autres, n'en prenant pas prétexte pour dénoncer une pensée
impuissante à se tenir toute sur le debout, et toujours contrainte à se enrouler sur une pensée déjà accomplie. Qu'il suffise de reconnaître là une philosophie, des prises d'une certaine métaphysique parce que dégagée de l'espace de l'ordre, mais vouée au temps, à son flux, à ses retours parce que prise dans le mode d'être de l'histoire. Mais il faut revenir avec un peu plus de détails. Mais il faut revenir avec un peu plus de détails sur ce qui s'est passé au tournant au XVIIIe et du XIXe siècle. Sur cette mutation trop rapidement dessinée de l'ordre à l'histoire et sur l'altération fondamentale de ces positivités qui, pendant près d'un siècle et demi, avaient donné lieu à tant de savoirs voisines, analyse des représentations, grammaire générale, histoire naturelle, réflexion sur les richesses et le commerce. Comment ces manières d'ordonner l'empiricité que feront le discours, le tableau, les échanges, ont-elles été effacées? En quel autre espace et selon quelle figure les mots, les êtres, les objets de besoin ont-ils pris place et se sont-ils distribués les uns par rapport aux autres? Quel nouveau mode d'être ont-ils dû recevoir pour que tous ces changements ayant été possibles et pour que soyant apparus? Au terme de quelques années à peine, ces savoirs maintenant familiers que nous appelons depuis le XIXe siècle, philologie, biologie, économie politique, nous nous imaginons volontiers que si ces nouveaux domaines ont été définis au siècle dernier, c'est qu'on peut plus d'objectivité dans la connaissance, d'exactitude dans l'observation, de rigueur dans le raisonnement, d'organisation dans la recherche et l'information scientifique. Tout cela aidé avec un peu de chance ou de génie par quelques découvertes heureuses nous a fait sortir d'un âge préhistorique où le savoir balbutiait encore avec la grammaire de Port Royal, les classifications de Linné,
et les théories du commerce ou de l'agriculture, mais si du point de vue de la rationalité des connaissances. On peut bien parler de préhistoire pour les positivités. On ne peut parler que d'histoire tout court. Et il a bien fallu un événement fondamental. Un des plus radicaux sans doute qui soit arrivé à la culture occidentale pour que se défasse la positivité du savoir classique et que se constitue une positivité dont nous ne sommes sans doute pas entièrement sortis. Cet événement, sans doute parce que nous sommes pris encore dans son ouverture, nous échappe pour une grande part. Son ampleur, les couches profondes qu'il a atteignées, toutes les positivités qu'il a pu bouleverser et recomposer. La puissance souveraine qui lui a permis de traverser et en quelques années seulement l'espace entier de notre culture. Tout ceci ne pourrait être estimé et mesuré qu'au terme d'une enquête quasi infinie qui ne concernerait ni plus ni moins que l'être même de notre modernité. La constitution de tant de sciences positives, l'apparition de la littérature, le repli de la philosophie sur son propre devenir, l'émergence de l'histoire à la fois comme savoir et comme mode d'être de l'empiricité ne sont qu'autant de signes d'une rupture profonde, signes dispersés dans l'espace du savoir, puisqu'ils se laissent apercevoir dans la formation ici d'une philologie, là d'une économie politique, là encore d'une biologie. Dispersion aussi dans la chronologie. Certes, l'ensemble du phénomène se situe entre des dates aisément assignables. Les points extrêmes sont les années 1775 et 1825. Mais on peut reconnaître en chacune des domaines étudiés, deux phases successives qui s'articulant l'une sur l'autre à peu près autour des années 1795 to 1800. Dans la première de ces phases, le mode d'être fondamental des positivités ne change pas. Les richesses des hommes, les espèces de la nature, les modes
dont les langues sont peuplées demeurant encore ce qu'ils étaient à l'âge classique, des représentations redoublées, des représentations dont le rôle est de dessiner des représentations, de les analyser, de les composer et de les décomposer pour faire surgir en elles, avec le système de leurs identités et de leurs différences, le principe général d'un ordre. C'est dans la seconde phase seulement que les mots, les classes et les richesses acquérant un mode d'être qui n'est plus compatible avec celui de la représentation. En revanche, ce qui se modifie très tôt de les analyses d'Adam Smith. De Jussieu ou de Vic Désir à l'époque de Jones ou d'Anquetil Duperron. C'est la configuration des positivités, la manière dont à l'intérieur de chacune, les éléments représentatifs fonctionnant les uns par rapport aux autres, dont ils assurent leur double rôle de désignation et d'articulation, dont ils parviennent par le jeu des comparaisons à établir un ordre. C'est cette première phase qui sera étudiée dans le présent chapitre. Part 2. La mesure de travail. On assure volontiers qu'Adam Smith a fondé l'économie politique moderne. On pourrait dire l'économie tout court, en introduisant dans un domaine de réflexion qui ne le connaissait pas encore le concept de travail. Du coup, toutes les vieilles analyses de la monnaie, du commerce et de l'échange auraient été renvoyées à un âge préhistorique de savoir. À la seule exception peut-être de la physiocratie à qui on fait mérite d'avoir tenté au moins l'analyse de la production agricole. Il est vrai que Adam Smith réfère d'entrée de jeu la notion de richesse à celle de travail. Le travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit à la consommation annuelle toutes les choses nécessaires et commodes à la vie. Et ces choses sont toujours le produit immédiat de ce travail ou acheté des autres nations avec ce produit. Il est aussi vrai que Smith rapporte là
valeur en usage des choses aux besoins des hommes et la valeur en échange, à la quantité de travail appliqué à le produire. La valeur d'un denrée quelconque pour celui qui la possède et qui n'entend pas en user ou la consommer lui-même, mais qui a l'intention de l'échanger pour autre chose, est égale à la quantité de travail que cette denrée le met en état d'acheter ou de commander. En fait, la différence entre les analyses de Smith et celles de Turgot ou de Cantillon est moins grande qu'on ne croit, ou plutôt elle ne réside pas là où on l'imagine. Depuis Cantillon et avant lui déjà, on distinguait parfaitement la valeur d'usage et la valeur d'échange. Depuis Cantillon également, on observait de la quantité de travail pour mesurer cette dernière. Mais la quantité de travail inscrite dans le prix des choses n'était rien de plus qu'un instrument de mesure.